L'année 2025 restera dans les mémoires autant pour ses ajustements que pour ses coups d'éclat. Pour décrypter cette année qualifiée de charnière par le rapport Artprice qui vient d'être publié, Céline Moine, directrice de la rédaction d'Artprice, est mon invitée. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Alors effectivement, une année intéressante avec un premier semestre assez terne par rapport à un deuxième semestre beaucoup plus dynamique. Mais tout de même, vous considérez que c'est une année, un tournant. Pourquoi est-ce que pour vous, cette année 2025 est vraiment charnière? Alors effectivement, on parle d'une année charnière, non pas dans le sens où elle a été vraiment triomphale, même si on a eu un très beau deuxième semestre, mais plutôt dans le sens où on a eu ce sentiment avec ce deuxième semestre qu'une page se C'est tournait. détourné. Voilà, une page qui se tournait et après 2-3 années même de contraction. Or, ce qui se passe de manière assez cyclique sur le marché de l'art, c'est que généralement, les cycles de contraction sur le marché des enchères Mhm. durent à peu près 2 ans. D'accord. Voilà, c'était le cas pendant la crise des subprimes, donc 2008-2009. On a un redémarrage en 2010. Et ensuite, avec la crise du Covid 2019-2020, on a une contraction très forte et puis un élan Oui, incroyable. 21-22, Voilà, gros élan. 21-22. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est reproduit en 2025, avec peut-être un cycle un petit peu plus long que d'habitude. Mais le marché est reparti sur un cycle de croissance. On a à l'échelle mondiale plus de 12% de produits des ventes et on repasse au-dessus du seuil des 11 milliards. Mais alors, le côté charnière, c'est peut-être moins sur la performance, on va dire, du chiffre d'affaires que sur les ajustements qu'on a pu voir. Oui, c'est ça, parce qu'on voit vraiment que entre le premier et le second semestre, tout le monde s'est mis en ordre de marche pour essayer de contrebalancer et de réagir par rapport au sentiment du marché. Oui, effectivement, le premier semestre a été assez tendu. On continuait il y avait une instabilité générale, un manque de lisibilité, on va dire, au début de l'année 2025, qui était un petit peu contrariant pour le marché de l'art global. Et il y a eu des ajustements nécessaires de la part des maisons de vente, que ce soit au niveau des estimations, que ce soit au niveau de la sélection des œuvres, que ce soit au niveau de la mécanique même des ventes. Oui, les frais de vente ajustés, etc. Oui, ça, c'est venu un peu plus tardivement. Ok. En fait, les frais ajustés, disons que les grilles tarifaires sont révisées assez régulièrement D'accord. par les maisons de vente aux enchères. Mais il est vrai que cette année, on a calculé, on en parle un petit peu dans le rapport, le fait que les frais vendeurs, aujourd'hui, battent des records. C'est-à-dire qu'on est passé d'une moyenne mondiale de 12% à une moyenne mondiale de 23% appliquée de frais vendeurs, le tout en 25 ans. Voilà. Mais il y a des petites astuces que recherchent les maisons de vente, et en l'occurrence, Philips a mis en place des enchères prioritaires. Mhm. Et là, j'ai trouvé que c'était tout à fait innovant. C'est une première Oui. dans l'industrie des enchères. Et c'est une façon de stimuler, de mobiliser une demande qui était peut-être un petit peu trop timide. C'est arrivé en septembre 2025, mais les enchères prioritaires, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de récompenser les enchérisseurs précoces qui vont, s'ils mettent une offre ferme sur une œuvre à hauteur de l'estimation basse ou un petit peu au-dessus, 48 heures avant la vente, ils peuvent économiser 4% de frais acheteurs. Voilà, donc c'est des astuces. Oui, des petites astuces que le monde des enchères peut utiliser. Aussi, sur le haut de gamme, on voit que ça a été beaucoup plus dynamisé. Est-ce que ça veut dire que, justement, tout cet effort a porté ses fruits pour regagner aussi la confiance des vendeurs? Oui, alors, il y a une année vraiment qui en 2 temps, je pense, au niveau aussi du moral comme de l'offre. C'est-à-dire qu'au premier semestre, on sentait que l'offre des haut de gamme, très haut de gamme de prestige pour les ventes de Londres, etc., était moins forte que d'habitude. Et on a senti aussi que les enchérisseurs fortunés étaient moins présents. Pour exemple, ce qui s'est passé sur le premier semestre, c'est qu'on a eu, avant les ouvertures des grandes ventes de Londres, plusieurs œuvres importantes qui ont été retirées avant le début de la vente aux enchères. Et ça concerne des œuvres de Renoir, de Kandinsky. Il y a eu une superbe œuvre de Andy Warhol, également estimée autour de 30 millions de dollars, qui a été retirée avant vente.
c'était des signaux qui étaient un petit peu inquiétants, mais en fait qui montraient que les commissaires-priseurs et les maisons de vente font preuve vraiment de discernement pour protéger les cotes et les œuvres, et que parfois, tout simplement, quand ce n'est pas le bon timing, il vaut mieux retirer des lots plutôt que de leur faire prendre des risques. Oui, et pareil sur ce même sujet des cotes, par l'ultra contemporain, ce qui est indiqué dans ce rapport, c'est que justement, il s'ajuste un peu plus. On a vu des prix quand même assez mirobolants, là qu'on rentrait dans une phase où les cotes étaient un petit peu plus mesurées de cet ultra contemporain. Oui, effectivement, sur l'art ultra contemporain, on sent vraiment l'effet retour la gueule de bois post-Covid. C'est-à-dire que vraiment, c'est un marché. Donc, ce qu'on appelle les ultra-contemporains sont les artistes de moins de 40 ans. Oui. Qui sont des artistes qui n'arrivent pas de nulle part, qui sont soutenus par des grandes galeries internationales, qui ont déjà un parcours tout à fait intéressant. Néanmoins, ces artistes n'ont effectivement pas la maturité de marché, et il y a eu également beaucoup de spéculations portées par des collectionneurs occidentaux, mais aussi par des collectionneurs chinois. Les artistes contemporains, ultra contemporains, marchaient assez bien à Hong Kong, et c'est un marché qui est aussi en retrait. Donc ça a joué. Effectivement, sur l'art ultra contemporain, on a 40% de chiffre d'affaires en moins, des œuvres d'artistes importants qu'on va moins trouver. Pour les œuvres importantes, on va retrouver plus facilement des petites œuvres, mais plus des œuvres importantes, parce que le marché temporiste finalement. En fait, c'est un marché très jeune, mais qui est amené à mûrir très brutalement, finalement, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Du coup, ce plus 12% donc, dans les ventes aux enchères mondiales Fine Art, c'est lié donc, au haut de gamme, aux œuvres peut-être classiques aussi qui ont repris un petit peu de dynamisme. C'est ça qui porte ces 12%? Effectivement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu effectivement un revirement à partir de la fin de l'été, pas seulement avec New York, même déjà avant New York, avec les ventes de Londres, avec les ventes de Paris, donc dès septembre, avec des signaux très très positifs sur de belles ventes, de nouveaux records, sur de l'art du XXe siècle, essentiellement. Je pense à la dispersion de la collection de Carpidas à Londres en septembre, qui s'est très très bien déroulé, qui a redonné déjà de l'énergie, et puis était annoncée la vente notamment de la collection Lauder, qui a eu lieu à New York au mois de novembre. Et effectivement, ça a été une sorte de festival ce mois de novembre. Oui, avec des très belles ventes, plus de 2 milliards de dollars qui ont été réalisés en une semaine. Donc tout ça avec beaucoup d'énergie. En termes de marché, sur le plan international, on est toujours sur ces mêmes dynamiques avec les États-Unis en 1, la Chine, le Royaume-Uni et la France? On est toujours sur ces mêmes classements, mais des dynamiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes comparées aux dernières années. La bonne nouvelle, c'est le marché américain. On vient d'évoquer les très belles ventes de New York, donc qui se portent bien grâce aux collections. C'est vraiment les ventes de collections prestigieuses qui tirent l'énergie du marché. Donc, ça s'est très bien passé pour les États-Unis. Il y a eu moins de lots, et pour autant, le chiffre d'affaires a nettement progressé. Ça s'est très bien passé pour la France également, avec une progression de plus 26% du chiffre d'affaires. Paris, qui est première en termes de lots vendus, Fine Art en tant que ville du monde. Et puis, par contre, c'est un petit peu plus compliqué pour la Chine. C'est plus compliqué dans le sens où c'est un petit peu à rebours de ce qui se passe aux États-Unis. Les transactions progressent. Par contre, le chiffre d'affaires continue de se détériorer un petit peu. Et c'est vraiment ce marché chinois peine à retrouver l'élan qu'on lui a connu il y a quelques années. Donc, il y a eu le Covid, puis la crise immobilière. Alors, ce qui se passe en ce moment, parce que vous savez qu'on est en lien notamment avec Artron, avec qui on travaille sur ce rapport. Oui. On a eu l'occasion de se déplacer en Chine pour échanger avec nos partenaires récemment. Et effectivement, le marché chinois en profite en ce moment pour
se restructurer. Et se restructurer, c'est important parce qu'il s'agit d'aller chercher plus de transparence, d'aller chercher plus de régulation et d'aller chercher aussi la construction de valeurs à long terme et peut-être moins d'être dans des dynamiques spéculatives. Voilà. Exactement. Justement, sur un peu de géopolitique, si 2024-2025 subissait quand même pas mal les conséquences des inquiétudes géopolitiques, etc. Là, on rentre à nouveau dans un cycle de conflit assez fort au Moyen-Orient, pays du Golfe. Est-ce que ça va avoir autant de conséquences que quand même 2024-2025 qui en a beaucoup souffert? Alors, je ne saurais dire à l'échelle globale quelles conséquences ça pourrait avoir. Par contre, ça en a effectivement à l'échelle locale. Effectivement, ce qui est paradoxal et complexe, c'est que c'est au moment même où le marché de l'art s'organise, retrouve son éclat, quoi. Oui, et puis dans le Golfe, c'est le moment où vraiment le Golfe commence à exister dans l'échiquier mondial pour le marché de l'art, que tout d'un coup, tout est bousculé. Donc, pour donner quelques chiffres sur ce qu'il en est, au niveau des Émirats arabes, de l'Arabie saoudite et du Qatar, le chiffre d'affaires global de la région, aux enchères, seulement de Fine Art, est de 18,5 millions de dollars. Sur les 11 milliards et quelques mondiaux, ça peut paraître être une goutte d'eau. Oui. Mais c'est une goutte d'eau sous haute pression parce qu'il y a eu des investissements extraordinaires depuis environ une décennie, avec, on estime, à 21 milliards de dollars les investissements dans l'industrie culturelle faite dans la région. Et les récents développements, ce début d'année a vu l'ouverture de la Art Basel pour la première édition à Doha. Voilà. Les ambitions, on se souvient du fonds souverain d'Abu Dhabi qui a injecté 1 milliard de dollars dans le capital de Sotheby's. On était en 2024. Donc c'était le signal qu'on passait du rôle d'acheteur au rôle vraiment d'architecte du marché. Nouvellement, Sotheby's depuis 2025 qui organise des ventes à Riyad. Bon, tout est là. Et les ambitions, et les moyens, et les infrastructures pour que le marché puisse décoller. Se pérenniser. Oui. Et se pérenniser et décoller. Et là, tout est effectivement bousculé avec... Alors, qu'est-ce que ça change concrètement ? La guerre va être d'abord un choc de mobilité. Donc de liquidité, c'est-à-dire que c'est un marché qui est soumis, qui a besoin de faire circuler les œuvres, les professionnels, les collectionneurs également. Et effectivement, là, tout est bouleversé avec des vols qui sont annulés, voire reportés, etc. Et des investissements peut-être annulés. Voilà. Peut-être qu'on en parlera sûrement un peu plus en détail, parce que ça nécessite presque une émission entière. Merci beaucoup, Céline Moine. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction d'Artprice. Merci de nous avoir détaillé cette année 2025 sous le regard analytique d'Artprice. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.